parmi nous. Voilà. Peut-être, si vous voulez bien, avant de me diriger donc vers Louisette et Guélaris, moi j'aimerais demander à Florence Roger, donc journaliste au Monde, de nous expliquer un petit peu comment elle a connu cette ancienne combattante du FLN. Comment, Florence, t'es venue l'idée de publier ce témoignage? Au départ, c'est à titre personnel et non pas en tant que journaliste que j'ai voulu aider Louisette et Guélaris, parce que sa famille est amie de la mienne, de la famille Bauger, c'est-à-dire en fait de ma belle famille, depuis 40 ans. Et il y a 1 an et demi, Louisette a pris contact avec mon beau-père parce qu'il avait été officier des affaires indigènes au Maroc. Elle savait donc qu'il était militaire, pour lui demander de l'aider à retrouver un certain Richaud dont elle ne connaissait même pas l'orthographe, dont elle se souvenait que c'était lui qui lui avait sauvé la vie. Et mon beau-père, qui est un monsieur de 80 ans maintenant, a cherché, à regarder dans des livres, en a parlé autour de lui et nous en a parlé à nous, les enfants et les beaux enfants, dont moi la belle-fille. Et j'avais été bouleversée par cette histoire, je ne l'avais jamais oubliée, ça faisait donc 1 an et demi. Et puis en janvier dernier, j'ai été engagée au journal Le Monde. J'arrivais en fait du monde diplomatique et là au Monde, on m'a demandé de m'occuper du Maghreb. Donc non plus de m'occuper du Proche-Orient comme c'était jusque-là, mais de voyager sur la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Et la deuxième fois où je suis allée en Algérie, je me suis dit que j'allais rencontrer cette femme dont mon beau-père m'avait parlé, pour laquelle il recherchait son sauveur. Je me suis dit que son histoire méritait absolument que je la rencontre. J'ai rencontré Louisette, on a parlé, c'était donc à titre personnel, pas en tant que journaliste. Et son histoire m'a bouleversée. Et tous les soirs, pendant mon reportage, je suis restée à peu près 15 jours à Alger et dans les environs. Tous les soirs dans ma chambre d'hôtel, j'essayais par internet, j'avais fait la liste de tous les Richaud qui existaient en France et j'ai passé je ne sais combien de coups de téléphone. Je ne sais pas si le Monde le sait parce que c'était avec le téléphone portable du Monde. Et à chaque fois, je laissais des messages en disant si vous êtes un Richaud, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelait Richaud, qui était sans doute commandant, peut-être médecin militaire, et qui était en Algérie, à Alger, au PC de Massue, en 1957. Et à chaque fois, les réponses que j'avais étaient négatives. Et quelques jours avant mon départ, j'ai dit à Louisette, écoute, j'avais jamais eu l'idée d'écrire un article sur elle. Si vous voulez, ça me paraissait impossible parce que je la considérais comme une amie et que j'avais jamais voulu lui demander quelle torture elle avait subie. Je trouvais que ce qu'on lui avait affligé autrefois était déjà tellement dur que les lui faire répéter, c'était déjà intolérable pour elle et que ça risquait d'être aussi, je l'avoue, un peu intolérable pour moi. Et je lui ai dit, il n'y a pas tellement d'autres solutions que finalement j'écrive un article sur toi. Ça sera une chance de plus de retrouver Richaud. Ça, c'était donc mon premier objectif. Et le deuxième, je dois l'avouer, c'est qu'en la faisant parler, plus je l'écoutais, plus je me disais, son histoire est exemplaire, elle est extraordinaire au vrai sens du terme, et je trouve qu'elle devrait être connue. Et il fallait absolument qu'elle sorte publiquement. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne suis même plus sûre de vouloir retrouver Richaud, maintenant je veux que l'histoire sorte. Donc Louisette a accepté de me parler avec une réticence énorme. C'était vraiment un des moments les plus durs. On s'est retrouvés au moins 3 ou 4 fois et à chaque fois elle n'arrivait pas à me parler de ses tortures et moi j'arrivais pas à l'en faire parler parce que ça me faisait pleurer, je vous l'avoue, d'horreur pour elle, le peu qu'elle arrivait à me dire, et de honte aussi, en tant que Française. Et puis j'ai fini par trouver un moyen de lui dire, écoute, ne me dis pas les tortures qu'on t'a infligées, dis-moi plutôt les tortures qu'on a infligées à ta mère, à tes sœurs, à tes frères, puisque tous ont été torturés, pour faire dire à sa famille où est-ce qu'elle était, aucun n'a parlé. Je lui dis, dis-moi les tortures que tes frères et sœurs ont subies, que ta maman a subies, que tes amis ont subies, et puis je comprendrai qu'en fait tu parles de toi. Donc c'est ce qui s'est passé. Elle m'a dit tout, je vous dis, on pleurait tout le temps toutes les deux. Je suis rentrée en France, il s'est passé un mois, et on doit se demander pourquoi est-ce que finalement j'ai sorti ce témoignage le 20 juin. C'est que pendant le mois qui a suivi mon retour en France, il a fallu d'abord que j'écrive tous les reportages que j'avais ramenés. Donc c'était la situation en Algérie, à Alger, la situation à Médéa, la situation à Tibérine, là où les moines avaient été tués,
Puis ensuite, il y a eu le voyage de Bouteflika. Donc à nouveau, gros coup de stress. Il a fallu avec un confrère que je couvre le voyage de Bouteflika à Paris. J'avais toujours pas écrit l'histoire de Louisette. Et je crois qu'au fond de moi, je reculais tout le temps le moment de l'écrire, tellement je savais que ça allait être un moment encore douloureux à écrire, avec toujours cette question, cette obsession. Comment dire quelque chose qui est indicible? Comment ne pas en faire quelque chose de voyeuriste? Comment exprimer les choses sans la blesser, puisque je vais la mettre en pâture publique. Et puis un jour, Bouteflika venait de partir, donc j'avais moins de travail. Je crois qu'il est parti un jeudi ou un vendredi, et le samedi, j'étais au journal, toute seule dans la rédaction. Et là, j'ai pu écrire le papier, il m'est sorti tout seul en 2 heures. Je l'ai écrit, je l'ai laissé dans ce qu'on appelle une corbeille internationale. Ça veut dire, bah, ça y est, le papier est fait, il est disponible. Mon rédacteur en chef peut en faire ce qu'il veut. Et je lui ai mis un mot en lui disant, dans sa messagerie interne, puisque j'étais toute seule, c'était le samedi après-midi, je lui ai dit, il y a un papier que je t'ai écrit sur une histoire dont je réponds, qui est très forte, mais j'en réponds. Tu peux le prendre si tu veux. Et le lundi qui a suivi, j'étais chez moi, c'était le premier jour de congé que je prenais, parce que depuis le voyage en Algérie, je n'avais pas pu en prendre. Donc j'étais chez moi, j'étais au courant de rien, et j'ai acheté Le Monde, parce que les jours où je ne travaille pas, j'achète comme tout le monde, enfin comme ceux qui le lisent. Et là, j'ai trouvé l'histoire de Lila qui était à la une du Monde. Donc moi-même, j'étais pas au courant. Et là, ça a été un vrai coup de tonnerre. Déjà pour moi, le soulagement de me dire, ça y est, Lila, tu es vengée, même si c'était pas le mot vengée qu'il fallait, mais j'avoue que c'est quand même ça. Je me suis dit, Lila, ça y est, ton histoire, c'est souffrant, c'est épouvantable, ça n'a pas été pour rien. Et puis la suite, maintenant, c'est clair. Donc à l'âge de 18 ans, vous êtes engagé dans l'armée de Vincent, vous avez 20 ans et vous tombez aux mains des para-français. Vous êtes alors torturé, condamné, emprisonné. Quel est le cheminement qui vous a emmené 40 ans, donc après, à rouvrir cette plaie, cette blessure en fait physique et morale que vous avez subie et je pense que vous continuez à subir? Bonjour. Tout d'abord, n'oubliez pas, Madame Cassi, que vous avez été également, votre papa a été torturé, hélas. Quant à moi, ben, on était, mais effectivement, j'avais 17 ans, j'ai participé à la grève des étudiants comme le gouvernement. Excusez-moi, c'est ma place, monsieur, je m'assois. Nous l'avait demandé pour essayer de faire accepter. Non, absolument pas. Non, ça va aller, madame. Ça va aller, madame. La liberté d'Algérie, c'est-à-dire pour notre indépendance. Lycéenne, à l'époque, j'essayais de travailler au sein de la zone autonome comme en clandestinité. Puis après, une fois, comme on dit en arabe, on a été donné, on nous a dénoncés, j'ai pris le maquis comme tout le monde, comme tous les étudiants, comme tous les Algériens convaincus de l'indépendance qu'il fallait à tout prix arracher. Bon, un beau jour, le 28 septembre, nous tombons à Chevigny, dans la zone 2, région 2 de la Méliacate historique. Nous tombons dans un accrochage, grièvement blessé par le 3e REP. Je suis transférée difficilement dans un hôpital d'Alger. Un petit détail, c'est-à-dire qu'il n'était pas certain que je réponde, enfin, que je sois bien Louisette Guilaris. Et ils ont fait venir Ne le dis pas. maman et ma petite soeur qui était âgée de 14 ans, qui était en torture au centre d'Alger. Ils avaient des doutes sur moi, mais pas tellement. Ils voulaient une certitude. Ils me les ont montés en vitesse. Maman m'a pas reconnue, effectivement, parce qu'on ne reconnaît pas les maquisards tombés. Ma petite soeur avait 14 ans, elle m'a reconnue. Et c'est là, ils ont voulu absolument me faire soigner pour me faire parler bien entendu.
mois après, interné, non, déposé dans le centre de torture de la 10e DP, c'est-à-dire la 10e région parachutiste Massu. Là, c'est autre chose. On s'attendait à des tortures, certes. On s'attendait à ce qu'ils soient malmenés, certes. On s'attendait à des injures, des insultes, des claques, des coups de pied, des coups de poing américains, certes. Mais c'était difficile. Difficile dans la mesure où c'était Graziani constamment qui était à côté de moi, le capitaine Graziani. Difficile dans la mesure où les méthodes étaient un peu plus tous les jours, enfin toutes les semaines, moi je ne savais pas où j'étais d'ailleurs, enfin j'avais perdu le sens de du temps. Était un peu plus raffiné, on cherchait, on faisait de la recherche, et comment. Alors que j'étais toute la partie droite sous plâtre, c'est-à-dire quand on m'avait mitraillé au maquis, on s'attendait pas à des friandises. On assistait à un combat normal, tout à fait d'accord. Moi j'étais grièvement blessé. Mais le restant, c'était dur. Bon ben, là au long de ma longue, mon long départ dans mon baraquement, c'était la seule femme. Et à côté, il y avait un autre baraquement un peu plus grand, il y avait des hommes. Des hommes auxquels j'entendais des hurlements. Mais parfois, on n'avait pas droit aux hurlements ni aux cris. Parce qu'ils nous étouffaient, il ne fallait pas ameuter, je ne sais pas, à côté. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas Je connaissais pas très bien l'environnement. Bon ben, comment je sais que c'est Bijard, je le connaissais à travers les journaux. Et Bijard, les troufions qui étaient là-bas dans le baraquement, la 10e DP, il hurlait pas, il chuchotait, mais assez à voix haute, un peu haute. C'est Bijard, c'est Bijard. Quand c'est pas Bijard, c'est Massu, c'est Massu, c'est Massu. Bijard Massu, bon, il ne venait jamais. Et là, à l'époque, je me posais toujours la question, pourquoi Bijard et Massu ne venaient pas ensemble? Non. Il y avait un intervalle de 2-3 jours, 3 ou 4 jours, je ne sais pas, à peu près, il y avait un intervalle. Mais Graziani était toujours à côté de moi. Bon, il s'entendait à merveille à travers des gestes, des signes. Bijard faisait des signes à Graziani, Graziani pratiquait. Et je comprenais, disons, pas l'orthographe ou le vocabulaire de Cécile, c'est quand Graziani appliquait. Je comprenais le langage des signes de Bijard à travers la pratique de Graziani sur moi, et ainsi de suite. Et celui de Massu, la même chose. C'est à travers l'application d'eux que je comprenais ce qu'ils voulaient dire certains signes. Bon, là, ça s'est passé. Bon, je faisais tout sur moi, c'est vrai. J'avais mes menstrues, mes excréments et mon urine. Je ne pouvais pas faire autrement. J'étais allongée, j'étais en horizontale. Quoique le premier jour, quand ils m'ont ramené de l'hôpital de Mustapha à la 10e DP, j'ai demandé à un troufion qui était dans les environs. J'ai dit, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux uriner? Alors là, c'est là où il y a eu un ricanement général entre les gens de troupe. Me disaient, la Félaga demande du riz au lait.
Alors j'ai compris qu'il ne fallait rien demander. Voilà, c'est là où j'ai continué à faire tout sur moi. Sans vous dire, je ne sentais pas bon, j'étais en putréfaction. Les plâtres étaient cassés et recassés. Les plaies, ça se suppurait. Bon, il y avait autre chose. Bon, ça a duré trop longtemps. J'espérais de tout cœur en terminer, mais comment? Toute cette partie immobilisée. Et je n'avais pas je n'avais pas quelque chose pour achever, pour m'achever. J'attendais tout le temps. Bon, je vous dirais que je n'avais pas la langue dans la bouche. J'injuriais, j'insultais pour les provoquer, afin qu'ils me... Je souhaitais la solution finale. C'est vrai. Je les ai insultés, je les ai injuriés, je les traitais moins que... plus bactère. Tout ça pour essayer de... pour qu'ils réagissent aux corvées de bois. Et à chaque fois, il me disait, mais pas encore, pas encore. Un beau jour, je ne vous cache pas que j'ai essayé de me suicider, mais avec quoi? C'est dur de ne pas pouvoir, de vouloir se suicider, de ne pas trouver les moyens d'en finir. Très dur. C'est très dur également de pouvoir s'exprimer en pleine torture et ne pas pouvoir le faire quand on vous étouffe les cris et les hurlements. C'est très dur. Bon. Un beau jour, vers le 15 décembre, donc 57, il y a un bonhomme qui rentre en tenue militaire, en uniforme militaire, pas en tenue parachutiste. Il vient, bon, il a essayé de faire un pas en arrière, tant je sentais pas les chandelles je sentais pas pourquoi. Il est parti, enfin il a fait enfin je sais pas, je crois qu'il est parti mettre quelque chose pour se cacher un petit peu l'odorat, pour essayer d'amener une vie. Il est venu et puis il m'a dit, il m'a enlevé le drap, enfin pas le drap, la couverture militaire qui était de mur, marron. Il m'a dit, mais mon petit, on vous a torturé. Non seulement il vous voit, il me dit, on vous a torturé. Je me suis dit, mon Dieu, maintenant, la méthode violente est passée, maintenant, il veut m'avoir par la méthode douce. Il veut me piéger. Je dis, je connais pas. Il dit, mais en fait, qui vous a fait ça? Toujours pas. Non, rien. Je dis, il va encore me piéger. S'il sait qui c'est que... Si je lui avance des noms, il va me... Enfin, quoi que je souhaitais la solution finale, je vous assure. Bon, alors il dit, mon petit, on va vous soigner. Oh là, on va me soigner. Bon, on m'a soigné, je me suis dit, bon, traduire en langage militaire de l'époque, c'est-à-dire, on va vous achever. J'étais contente, satisfaite. Je dis, enfin, c'est la fin de mes douleurs. Bon, et puis après, on va vous soigner. Il est ressorti. Le plus beau, c'est que j'attendais toute la nuit. Je voulais qu'on m'achève. Je me suis dit, la corvée de bois va être dans quelques heures. Et j'ai attendu. Et je l'ai bien... J'étais presque satisfaite. J'attendais. J'attendais toute la nuit. Et puis après, le matin, enfin, une lucarne, j'étais en haut. Je jouais pour le repos, j'avais ni peur, ni rien, j'étais vu, sur un lit, rien du tout. Puis j'ai vu le petit matin, j'ai dit, mais enfin, bon sang, il
leur... Comme ils ont que les pouvoirs, ils peuvent m'achever le matin ou le soir. Mon principe, c'est la nuit, vers 1h, 2h du matin. Il était vers les coups de... je ne sais pas. Probablement vers les coups de 8h, parce que au va-et-vient des troufions, on peut savoir à peu près à quelle heure on se pose. On savait à peu près à quelle heure il prenait, à quelle heure il sortait. Et puis je vois 4 troufions rentrer avec un brancard. Ils m'ont mis sur le brancard, ils m'ont nettoyé d'abord un petit peu, ils m'ont fait le plus gros. Ils m'ont mis sur le brancard avec la petite couverture propre, parce que le train était sale. Ils m'ont mis dans une ambulance militaire. Alors je me suis dit, ça y est, peut-être, mais ils vont m'achever. Donc, ils vont traverser Elbiard, Clément-France, hôpital Maillot, à Lyon. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais en fait, je ne comprends plus rien. Ils me font soigner, alors que, enfin, ils m'ont commencé à me nettoyer, à m'enlever les plâtres, qui étaient déjà dans un état lamentable, parce qu'ils m'ont recassé là-dedans. Et l'infirmière, quand j'hurlais un petit peu, parce qu'elle m'a arraché ça, m'a dit, sache que quand tu déposes des bombes, ça fait du mal également. Je n'ai pas déposé de bombes. Mais enfin, même les autres qui m'ont déposé, il fallait bien se défendre avec les moyens de bord. Mais moi, je n'ai pas déposé. Bref, ça, ce n'est pas pour vous dire, mais... Et voilà comment j'ai entendu qu'on donne les choses. Je ne savais pas, c'est le bonhomme qui est venu qui m'a dit qu'il allait me soigner. Je ne savais pas qu'il s'appelait Richaud. J'étais sur mon lit, enfin sur mon lit, sur ma table d'opération, je ne sais pas trop quoi, en train de me soigner. Et deux bonhommes sont arrivés avec leur blouse, je ne sais pas, ils avaient des appareils avec... Alors, je suppose qu'il y a autre chose, mais